Europe 1 Info, 13h-15h, Clélie Mathias. Vous êtes sur Europe 1, bienvenue à vous, merci de nous écouter. Nous sommes ensemble pendant une heure encore avec les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Dans un instant, je recevrai Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Mais avant, c'est Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement qui est dans le studio d'Europe 1. Bonjour. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue. On va commencer évidemment par la crise de l'hantavirus, avec ces cas suspects, avec cette Française qui a été rapatriée en France et qui est positive à l'hantavirus. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, qui a réagi à la stratégie du gouvernement. C'était ce matin sur CNews et Europe 1. Pour le moment, la décision de mettre à l'isolement hospitalier les cas contacts est bonne. Hier, on était un peu inquiet parce qu'il y avait une rumeur ou quelques informations sur un autoconfinement à la maison, comme si on n'avait pas appris grand-chose des leçons du Covid. Donc les mesures qui ont été prises hier semblent plus rassurantes. Par contre, j'espère que la ministre de la Santé sera plus précise à cette occasion sur l'état des stocks des matériels médicaux. Alors, moi, je ne fais pas de procès d'intention, mais on aimerait quand même avoir des éléments plus détaillés. Comprendre si les leçons du Covid ont été tirées, parce que c'est ça qui compte, évidemment, c'est que la France ne soit plus exposée à un risque de pandémie ou d'épidémie à cause de défaillance de l'État. Donc, c'est pas pour polémiquer, mais il faut savoir les faits. Alors, Prisca Thévenot, est-ce que la France est protégée d'une nouvelle crise pandémique? Est-ce que les leçons du Covid-19 ont été retenues? Vous m'avez fait écouter effectivement les propos du Rassemblement National sur le sujet de l'hantavirus et la nécessité de repartir de notre expérience. Il y a une expérience qui est bien évidemment retenue, c'est la façon dont on gère une crise sanitaire et c'est heureux, mais aussi ceux qu'on ne doit pas écouter, et notamment le Rassemblement National, parce que sinon les leçons qu'on aurait tirées de la crise et de la gestion Covid auraient été tout autres, notamment avec un certain nombre de gestions et de préconisations qui nous emmenaient directement dans les bras de Vladimir Poutine pour le vaccin russe, dont on connaît aujourd'hui les résultats. Maintenant, je réagis parce que vous m'avez fait écouter Jean-Philippe Tanguy sur la gestion de la crise sanitaire. Mais là, qu'est-ce qu'il en est pour parler aux Français, voilà. Et maintenant, ce qu'il en est, cette question, au-delà, elle se pose au Rassemblement National, mais pas seulement. Au-delà du son du Rassemblement National dessus, c'est effectivement les mesures d'isolement qui ont été prises par le gouvernement, qui ont été rappelées par la ministre de la Santé. Je crois que le Premier ministre lui-même a rappelé effectivement qu'il y avait une coordination au niveau des États voisins qui devait avoir lieu, parce qu'effectivement, pour éviter toute crise sanitaire, il faut l'éviter sur notre sol, mais aussi en lien étroit avec celles et ceux qui sont à côté de nous. Et des points réguliers ont été faits autour des ministres en charge, je crois, ce matin, à Matignon. Je crois qu'il y en aura un autre cet après-midi. Il y a 2 réunions par jour qui sont mises en place. C'est ça. Interministérielles. En parallèle de ça, à 14h, il y a la séance de questions au gouvernement hebdomadaire qui aura lieu, et je pense qu'un certain nombre de questions pourront être posées légitimement par les députés, de quelque bord que ce soit d'ailleurs, auxquelles aussi bien le Premier ministre, je crois, que la ministre de la Santé, Stéphanie Risse, pourront répondre, parce qu'il est important effectivement d'avoir une approche scientifique, une approche extrêmement claire et transparente de toutes les mesures qui peuvent être mises en œuvre. Est-ce que vous pensez que vous, en tant que député, vous êtes suffisamment informé par le gouvernement de l'état de la situation ? Je crois que dès les premières heures, dès les premiers instants, on a eu des informations, aussi bien nous en tant que députés, mais j'ai envie de vous dire, comme tout à chacun. Si je ne m'abuse, la ministre de la Santé a fait un 20h dès dimanche soir. Elle a fait une autre matinale dans la foulée. C'est pas simplement pour faire des médias, mais vous le savez très bien, l'enjeu, c'est de communiquer et d'informer celles et ceux qui peuvent vous écouter ou vous entendre ou vous regarder. Et puis, il y a vous me parlez en tant que député, il y a la séance de questions au gouvernement qui va commencer à 15h à l'Assemblée nationale, lors desquelles je vais aussi être après votre interview d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, si on compare, si c'est possible de comparer, bien sûr, mais entre le début de la pandémie Covid et le début de l'hantavirus, de cette crise hantavirus, le gouvernement actuel fait mieux? C'est compliqué de comparer ces situations, puisque souvenez-vous de la pandémie Covid. Souvenez-vous, on découvrait quelque chose, c'est la première fois que ça se passait, on était tous au même niveau d'information, c'est-à-dire qu'on était un peu sur le fait accompli, et c'est bien normal. Maintenant, ce qui est différent, c'est que ce ne sont pas déjà les mêmes choses, de ce que j'ai pu comprendre d'un point de vue scientifique. Encore une fois, je pense que la pandémie Covid nous a rappelé qu'il fallait faire confiance à la science, et que là, des mesures tout de suite ont été prises, en l'occurrence l'isolement et la capacité d'identifier tout de suite les cas contacts
qui pouvaient être liés de près ou de loin avec la personne qui a été contaminée. Donc, vous parlez de transparence, d'information, de communication. Pour autant, j'en reviens à cette question. Est-ce que toutes les leçons du Covid-19 ont été prises? C'est-à-dire qu'à l'issue de la crise du coronavirus, le gouvernement avait dit on va mettre les moyens pour l'hôpital public. On va revaloriser certaines professions qui ont été essentielles et qui pour l'instant, ont été plutôt maltraitées. On se souvient de la colère des infirmiers, des infirmières. Est-ce que là, les moyens au niveau hospitalier ont été mis en place depuis 6 ans, enfin 5 ans, si on prend la fin de l'épisode Covid? Qu'est-ce qui a changé pour l'hôpital? Factuellement, je vais vous le dire en tant que député, en tant que politique, mais vous le savez aussi en tant que journaliste. Enfin, je veux dire, là, c'est des faits, c'est pas du partisianisme. Il y a eu le grand plan Ségur qui a été mis en place pour désendetter nos hôpitaux et nos services hospitaliers. Désendetter, ça permet aussi d'avoir des marges de manœuvre pour investir aussi. Il y a un certain nombre de revalorisations qui ont pu être faites à ce moment-là. Est-ce que ça suffit? Non, mais c'est un début et il faut continuer sur ça. Et puis, il y a un autre sujet sur lequel vous auriez pu m'interroger aussi, c'est le sujet de la recherche. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut pouvoir continuer à investir dans notre recherche et s'organiser et se coordonner au niveau européen. C'est comme ça qu'on fait face à ce genre de crise qu'on a pu avoir lors de la période Covid. Et donc, tous ces sujets-là, on les a appris en tant que Français. Je le redis, il y a encore un certain nombre de sujets sur lesquels on doit continuer à avancer, notamment la revalorisation de nos soignants et la capacité aussi d'avoir plus de fluidité dans la façon dont fonctionne notre hôpital, aussi bien avec l'hôpital de ville que que les services hospitaliers, et puis cette coordination extrêmement importante et essentielle au niveau européen. Donc bien sûr, ce que je suis en train de vous dire part de l'expérience Covid, mais aussi part d'un simple fait, c'est les appels qui ont été faits par nos soignants. Je le redis. Ce n'est pas... on se souvient de les entendre. Et je le dis encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout a été fait et que c'est fini, que des premiers pas ont été faits, des grands pas ont été faits, mais que d'autres doivent suivre. Mais la situation de l'hôpital public n'est pas la même en 2019 qu'en 2026, selon vous? Je vous le redis encore une fois, je ferai pas l'erreur de faire une petite phrase qui sera ressortie pour être balayée et extrapolée en polémique. Je le redis, un certain nombre de faits ont pu être avancés, désendetter l'hôpital public, revaloriser les salaires de nos soignants. Mais on doit continuer. Oui, vous êtes d'accord que c'était une des grandes leçons de Covid. C'était parce que la transparence, la communication, les mots, c'est important, mais il y a les actes et il y a les soins. Et il y a tous ces gens-là qui sont au chevet des patients, qui recherchent aussi, vous l'avez dit, c'est important pour mieux connaître ces virus et lutter contre. Et c'est important justement de mettre les moyens là où il faut. Pour lutter en cas de crise. On l'avait toujours dit qu'il y aurait une crise sur l'entièreté, mais vous savez, c'est le sujet est le même sur l'entièreté de nos services publics. On parle là de l'hôpital, on parle des soins, on pourrait parler de nos enseignants, on pourrait parler de nos forces de l'ordre, on pourrait parler de notre justice. Le sujet que nous avons, c'est pas d'investir moins. Bien évidemment, c'est du bon sens que je dis, c'est de la cohérence, c'est de continuer à investir. Mais pour ce faire, et au regard de la situation économique et financière de notre pays, eh bien, c'est d'être capacité d'assumer des réformes structurelles. Parce que sinon, je suis désolée, c'est des paroles en l'air ce que je suis en train de dire. Et donc oui, pour dégager des marges de manœuvre financières, il faut assumer des réformes profondes dans notre pays. Et aujourd'hui, je le dis comme je le pense, de là où je suis, une des personnalités qui continue à avancer dans cette démarche-là s'appelle Gabriel Attal, non seulement avec ce qu'il propose pour l'année prochaine, mais aussi en tant que président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui est un groupe important puisqu'il fait pivot. Nous refusons de sombrer dans l'immobilisme, nous refusons de sombrer dans la facilité de lever de nouveaux impôts ou d'augmenter des impôts. Nous voulons continuer à mettre en place des réformes pour dégager des marges de manœuvre, pour investir, aussi bien pour nos soignants que nos professeurs, que nos forces de l'ordre. Alors, parlons de Gabriel Attal, puisque vous m'y invitez. Renaissance réunit aujourd'hui son Conseil national pour examiner les propositions de désignation du candidat du parti présidentiel pour 2027. Écoutez Gabriel Attal sur la désignation du candidat du Bloc central pour 2027. Il était sur France Info, c'était il y a quelques jours. Ce qui rendra un rassemblement impérieux, c'est si effectivement il y a un risque de deuxième tour entre LFI et le RN. Moi, je ne veux pas ça pour la France. Et donc, il faut l'empêcher. C'est pour ça que j'ai proposé qu'il y ait un comité de liaison, une instance qui réunisse des représentants d'Édouard Philippe, des représentants de mon parti. On a tous les deux accepté cette idée-là, qui se réunissent, qui discutent. Le moins bien placé dans les sondages se retirera s'il y a un risque Rassemblement national, LFI. Ça, c'est précisément ce qui est discuté dans ce comité de liaison qu'on a mis en place. C'est pas tranché. Est-ce que c'est les sondages? Est-ce que c'est une primaire? Tout ça est en train d'être travaillé. Je sais qu'on vous pose presque à Thévenot à chaque fois la même question. Je suis pas la seule. Mais on a du mal à y croire, à se dire qu'entre les deux, Édouard Philippe et Gabriel Attal, il y en a un à la rentrée, donc en janvier 2027, c'est ce qui est dit, qui se retirera.
Pour connaître les deux, Ouais. plutôt bien les deux, je peux vous dire qu'aucun des deux ne se défilera devant sa responsabilité d'empêcher un second tour entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Et je vous le dis en tant que porte-parole Renaissance, en tant que député Renaissance, mais en ayant aussi beaucoup côtoyé et travaillé avec Édouard Philippe. Aucun de ces deux hommes politiques, aucun de ces deux responsables politiques ne prendra ce risque. Et oui, la raison pour laquelle, je peux vous le dire aussi, parce que vous parliez tout à l'heure des paroles et des actes. Allons-y. Là, ce sont les paroles que je donne. Les actes qu'ils font, c'est qu'ils se réunissent autour d'un comité de liaison voulu par Gabriel Attal, avec des représentants de leur famille politique, mais pas que d'ailleurs, puisqu'en plus de Renaissance et d'Horizon, il y a aussi le MoDem, il y a aussi l'UDI et le Parti radical, pour justement garantir le fait que non, nous ne laisserons pas un second tour extrêmement mortifère se mettre en place pour notre pays l'année prochaine. Mais je vois, Prisca Thévenot, vous avez à chaque fois cette précaution de langage en disant s'il y a un second tour qui se profile dans les sondages, donc entre l'ERN et la France Insoumise. Mais si c'est un autre cas de figure, est-ce que là... Vous savez, avec des si, on fait plein de choses, mais moi je vous le dis aussi simplement. Pourquoi Mais c'est uniquement dans ce cas-là, dans ce duel-là, qu'il y aura un retrait des candidats, d'un des deux candidats. Ce duel-là, on ne va pas commencer à faire des hypothèses sur de l'hypothèse, sur de la supposition. On fait toujours des hypothèses, c'est dans un an. Vous savez, on aime bien regarder aussi, même si ce sont que des photographies à un instant T, les sondages. Alors oui, ce sont des photographies à un instant T, ça ne relève pas de dynamique, mais souvent on est interrogé dessus, et là je vais vous les retourner. Aujourd'hui, ce que la majorité des gens nous disent, c'est qu'on va vers un second tour, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon. Donc on ne va pas commencer à faire le si, du si, du si, du si, parce que sinon on parle un peu en l'air et les gens nous disent qu'on serait en train d'être là, déconnectés autour de votre micro. Ce que vous ne voulez pas faire et ce que je ne veux pas commenter. Donc aujourd'hui, on veut tout faire pour que cette dynamique puisse changer et qu'on ne soit pas dans ce cadre-là. Nous sommes au mois de mai. Voyons dans quelques semaines, dans quelques mois, et on pourra rediscuter. Mais ça pourrait être changé si ce duel n'est plus en. Écoutez, si on me dit que demain il n'y a plus Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella au second tour, moi ça me va bien. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Pardon. Mais là aussi, on a eu du mal à y croire quand même à ce que l'un des deux se désiste pour l'autre, entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. C'est que cette campagne, elle est plus ou moins lancée déjà. Ça veut dire qu'il y a des fonds engagés. Ça coûte cher une campagne pour un parti. Comment croire que l'un des deux se désengagera, se désistera après avoir engagé pendant plusieurs mois, puisque c'est en janvier 2027, beaucoup d'argent? Mais des ralliements ou des capacités de faire ensemble dans une démarche de rassemblement, excusez-moi, ça a déjà existé, c'est heureux. Surtout pour des familles politiques qui, je pense, partagent les mêmes valeurs, partagent un certain nombre d'idées semblables, avec quelques nuances. Je l'avais déjà dit à votre micro, les nuances par exemple sur notre positionnement par rapport à la réforme des retraites ou notre positionnement par rapport aux progrès sociaux et sociétaux que nous continuons à porter. Mais c'est pas nouveau, souvenez-vous en 2017, souvenez-vous aussi dans d'autres temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est normal et c'est heureux aussi. Donc ça se fera. D'accord, très bien. Bon, non, on prend note. Vous savez que si. Et je serai là si pour ça se venir. fait pas, voilà, exactement. Oui, vous le saurez. Je rappelle que vous êtes député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement. L'entretien se poursuit dans un instant. On va voir les propositions de Gabriel Attal sur l'immigration. Il en a parlé ce matin sur. Non, c'était pas ce matin déjà. C'était il y a quelques jours. C'est News et Europe 1. Le temps file. À tout de suite. 13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h18, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info avec vous, Clélie Mathias, c'est votre première invitée. Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine et ancienne porte-parole du gouvernement. Alors, Gabriel Attal n'est pas encore officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2027, mais il a fait des propositions, notamment sur l'immigration. C'était au micro de Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 il y a quelques jours. Écoutez. Moi, je souhaite qu'on assume une préférence travail, qu'on assume qu'il faut restreindre les autres motifs d'immigration, notamment le regroupement familial, au profit de l'immigration par le travail. Oui, bien sûr, mais au profit de l'immigration pour le travail. Moi, ce que je propose, c'est définir les besoins économiques, les besoins de notre économie en matière d'immigration via les partenaires sociaux, qui tous les 2 ans définissent quels sont les besoins de l'économie. 2, on transfère ces besoins au Parlement et le Parlement vote des quotas d'immigration par secteur d'activité, peut-être même par métier. 3, on importe le système canadien de choix de l'immigration, qu'on appelle le permis à points. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne qui souhaite immigrer en France, qui souhaite avoir une régularisation en France, elle doit remplir un certain nombre de critères, ça lui donne des points. Prisca Thévenot, est-ce que vous diriez qu'il s'agit là d'un point de rupture avec les deux mandats précédents, une approche plus sécuritaire du volet immigration ? On va te le dire assez simplement. Est-ce qu'on a réussi à faire énormément de progrès sur l'économie, sur notre positionnement en tant que Français au sein de l'Europe, sur les enjeux internationaux ? Oui. Et nous n'avons pas à rougir de ce bilan et des actions qui ont été menées.
En revanche, sur les enjeux régaliens, sur les enjeux d'immigration, oui, nous devons pouvoir repenser notre copie et assumer de vouloir repenser globalement l'approche qui a été menée jusque-là et de dire que le travail doit être au cœur de la politique migratoire plutôt que le regroupement familial. C'est du bon sens. Qui serait plus restrictif. Exactement, qui serait plus restrictif sur les conditions et qui serait surtout pas la pierre angulaire de la politique migratoire. La pierre angulaire de la politique migratoire, elle doit se faire au regard aussi des besoins de notre pays et notamment des besoins économiques. Et c'est ce qui a été rappelé par Gabriel Attal dans l'extrait que vous venez de passer, à savoir de demander aux acteurs sociaux, aux partenaires sociaux, de nous faire remonter leurs besoins branche par branche, secteur par secteur, et que ces besoins soient débattus au sein du Parlement tous les 2 ans pour déterminer des quotas. Ce que je suis en train de dire, je pense que tout le monde peut le comprendre, c'est du bon sens. Et nous assumons d'avoir effectivement cette démarche-là pour les années à venir pour notre pays. Alors, chez les Républicains, Bruno Retailleau, lui aussi, il a dévoilé ses propositions pour contrôler l'immigration. Et lui, il plaide pour une révision de la Constitution pour restreindre cette immigration. Vous n'y êtes pas favorable. Vous ne pensez pas que ça doit passer par une réforme constitutionnelle juste pour pouvoir agir, justement? Mais Bruno Retailleau, pas spécialement ça, il va plus loin. Il ne veut plus d'immigration du tout. Et il veut aussi qualifier de négatif toute l'immigration qui a pu exister par ailleurs dans notre pays. À savoir, il ne fait pas de différence entre ce qui est une immigration légale et une immigration illégale. Est-ce qu'il faut combattre l'immigration illégale ? Oui, 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 encore oui. Mais est-ce qu'il faut mettre dans le même panier une immigration légale qui apporte plein de sujets, notamment dans les métiers que je vous disais tout à l'heure, le soin, nos forces de l'ordre, et considérer que ce serait un mal absolu ? Je pense qu'aujourd'hui, dans le débat que nous avons, la radicalité n'impose pas d'insulter des milliers et des milliers de personnes qui sont parfaitement intégrées dans notre pays. Je pense qu'au contraire, la radicalité, c'est d'avoir des positions claires, assumées et respectueuses. Et c'est précisément ce que nous faisons avec Gabriel Attal. Sinon, pardon, c'est que des slogans. C'est que des slogans. Alors, Bruno Retailleau veut une révision constitutionnelle. Il veut arrêter réforme, toute immigration, en tout cas, point. Voilà, pour cela. Édouard Philippe a dévoilé aussi, il veut une immigration plus contrôlée. Gabriel Attal, on vient d'en parler. Cette série de propositions fait un peu grincer au sein du socle commun. Marc Fesneau, par exemple, a déploré une surenchère croissante dans toutes ces propositions. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il fait partie du socle commun. Oui, mais je l'entends. C'est pas une surenchère croissante, c'est simplement des propositions de bon sens. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut pas être déconnecté de ce qui se passe. On ne dit pas plus d'immigration. On dit simplement, au-delà de l'immigration illégale, que je dis encore une fois qu'il faut arrêter, qu'il faut absolument empêcher, il faut avoir une logique assez simple et donner à voir ce qu'on veut faire pour le pays. Simplement considérer que parler d'immigration serait absolument immoral, c'est une faillite politique. Je suis fille d'immigrés. Est-ce que je me sens mal quand on parle d'immigration ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être un tabou. On peut en parler pleinement, sans être insultant, ni sans être complètement naïf. Et c'est ça qu'aujourd'hui notre pays a besoin. Ce que dit Marc Fesneau, le sous-texte, j'allais dire, c'est que là, Gabriel Attal ou Édouard Philippe, dans une autre mesure, mais on peut plus le comprendre, Bruno Retailleau, se coupe de l'aile gauche, j'allais dire, du socle commun. Mais ça veut rien dire, excusez-moi, ça veut rien dire. On va parler un peu crûment. Dites-moi. De considérer que l'aile gauche aujourd'hui ou l'aile droite, une aile droite ce serait l'immigration en mal absolu et l'aile gauche ça serait immigration à tout va, je veux dire ça n'a pas de sens. À un moment il faut aussi peut-être sortir ça a longtemps été le cas. Il faut arrêter. Il faut arrêter de sortir de ces top 10 et de ces tabous. Nous, justement, on propose de parler d'immigration tous les 2 ans au Parlement et que tous les 2 ans, au regard des besoins de notre économie, on puisse établir des quotas, secteur par secteur, branche par branche. Ça permet quoi ? Ça permet de choisir son immigration, qu'elle ait une réelle utilité pour le pays et ça permet aussi une meilleure intégration pour ces hommes et ces femmes qui viendraient sur notre pays, dans notre pays, non pas pour un principe de regroupement familial que plus personne comprend, mais pour apporter leur pièce à leur édifice. Et c'est ça qui crée une société vertueuse. Alors, à l'inverse, est-ce que c'est pas faire les yeux doux à une droite à des électeurs, en tout cas, qui sont sensibles à une droite plus dure? Ben non, puisque la droite plus dure politique aujourd'hui, si on peut le dire par rapport aux personnalités que vous me disiez tout à l'heure, c'est Bruno Retailleau, qui lui veut pas du tout parler d'immigration. Pour lui, toute l'immigration est à combattre. Légale, illégale, voire même celle qui est déjà établie et qui est parfaitement intégrée. Un moment, vous savez, je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir cette capacité de dire, attention, si on parle d'un mot ou on parle d'un sujet, il faut tout de suite soit dire que c'est blanc, soit dire que c'est noir, soit que c'est amoral ou
il faut dire les choses telles qu'elles sont. On se parle ici sur un plateau européen, et j'en suis heureuse, mais comme on se parle dans la vraie vie, en fait. Ce que je suis en train de dire, on va se le dire franchement, c'est des choses dont on parle autour d'un café, en famille, alors peut-être avec des nuances, très bien, mais on en parle. Mais de catégoriser ça de façon extrêmement sur le vecteur moral empêche d'avoir un débat, empêche d'avoir des nuances et je ne sais pas empêche si c'est une d'avoir question morale, mais plus de positionnement politique. Écoutez, quand on dit que toute l'immigration est un mal absolu et qu'elle est à condamner, on ne se place pas d'un point de vue politique, on se place d'un point de vue de la morale. Est-ce que ça apporte des solutions et des actions? Non. La preuve, c'est que Bruno Retailleau, avec tout le respect que j'ai pour l'homme politique qu'il est, n'a pas réussi à faire bouger d'un iota tous les sujets qu'il avait à sa gestion en tant que ministre de l'Intérieur. Et il l'a pas été un mois ou 2 semaines, il l'a été pendant plus d'1 an, avant de claquer lui-même la porte d'ailleurs. Et l'idée d'un référendum sur l'immigration, de demander aux Français, c'est une idée que vous écartez totalement? Vous savez, les référendums ne sont pas écartés. Est-ce qu'on doit pouvoir interroger les Français sur un certain nombre de sujets, que ce soit économique, immigration, sociétaux? Oui. Maintenant, il faut savoir de quel axe on parle et de quelle volonté on parle. Je ne suis pas contre les référendums par défaut. Prisca Thévenot, il nous reste quelques minutes pour un sujet qui vous est cher, parce qu'on a vu sur X, sur le réseau social X, votre coup de gueule, puisque les organisations patronales appellent le gouvernement à préserver les exonérations de cotisations sociales. Elles craignent qu'elles soient rabotées dans le cadre du plan de 6 milliards d'euros d'économies nécessaires pour compenser les effets du conflit au Moyen-Orient, entre autres, évidemment. Qu'est-ce qui se passe là? Revoilà cet allègement de cotisations patronales? Tous les ans, depuis la dissolution maintenant, tous les ans, on a ce principe un peu simple de se dire qu'on va augmenter les impôts, on va créer de nouvelles taxes. Parce que quand on dit baisser les exonérations, en vrai, c'est augmenter les impôts. Oui, pour les entreprises, elles l'ont très bien compris. Voilà, on va dire factuellement. Est-ce qu'au moment où on a besoin de dégager des marges de progrès pour nos finances publiques, d'avoir cette capacité à être autonome, à être souverain et faire en sorte que nos fleurons industriels et tous les autres, qu'ils soient entrepreneurs de petites ou grandes entreprises, restent dans notre pays, la première mesure à faire, c'est de leur taper dessus avec des augmentations d'impôts. Je ne suis pas convaincue. Ce que vous dénoncez, finalement, c'est un bras de fer entre le gouvernement et les entreprises, là. Non. Ce que je dis simplement, c'est que est-ce qu'il faut pouvoir mettre, je vais remettre dans le contexte en fait, est-ce qu'il faut pouvoir mettre en place des mesures ciblées dans le cadre de la crise énergétique que nous vivons et que de nombreux concitoyens vivent? Oui. Est-ce qu'il faut pouvoir les financer? Oui. Mais on peut les financer par des mesures d'économie plutôt que des mesures de nouvelles taxations pour les entreprises ou pour les Français. Par exemple? Je sais pas, il y a plein d'économies. Alors nous, on avait proposé pas mal pendant le dernier budget. Il y a le sujet, par exemple, des économies sur le fonctionnement d'un certain nombre d'agences, certaines qu'on peut d'ailleurs aussi peut-être voir si on peut pas les supprimer ou les rationaliser. Il y a aussi un certain nombre de fonctionnements, par exemple l'assurance chômage. C'est une réforme que nous portons avec Gabriel Attal quand il était à Matignon, que nous continuons à porter. Le gouvernement peut s'en saisir. C'est sur sa table. Je veux dire, il y a plein de réformes ne touchez pas aux structurelles. entreprises, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais oui, ou par exemple le sujet de la retraite. Je veux dire, il y a plein de sujets, mais par pitié, arrêtons de considérer que la solution de facilité qui consiste à augmenter les impôts ou en créer de nouveaux, ce serait génial et miraculeux. Ça finira par reposer sur les Français. Merci beaucoup Prisca Thévenot, qui était l'invitée des grands entretiens d'Europe 1 Info. Je rappelle que vous êtes députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement. On vous laisse aller aux questions au gouvernement justement à l'Assemblée nationale.